Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Dawn of Madness. Waouh, quel jeu! Bah, on ne sait pas encore parce qu'on n'a jamais joué. Haha. C'est une vidéo découverte, donc je n'ai jamais joué au jeu. Alors évidemment, j'ai appris les règles, hein, vous vous en doutez, sinon je ne ferais pas cette vidéo-là. Mais du coup, c'était assez fastidieux en termes d'apprentissage. Pourquoi? Bah, simplement parce que il y a plein de mots-clés en fait qui ont été modifiés, enfin qui ont été changés, on va dire. Des mots qu'on n'utilise pas habituellement dans d'autres jeux et du coup, ben, c'est un peu plus compliqué à retenir et surtout à différencier. Et aussi, il y a plusieurs mots qui sont utilisés dans plusieurs endroits, donc du coup, ça prête à confusion. Et c'était un peu le bordel, hein. La première fois que j'ai lu le livre de règles, en temps normal, en fait, quand je reçois un jeu, je livre le livre de règles une fois sans même regarder le matériel et j'arrive quand même à comprendre. Et ben là, même sans regarder le matériel, rien, j'avais mais rien compris. Donc j'ai dû faire la mise en place, essayer de voir un petit peu et relire le livre de règles, pardon, pour bien comprendre. Donc c'était assez fastidieux quand même et assez pénible en vrai, mais ça va. Le livre de règles, il n'y a pas beaucoup de pages, ça c'est bien pour le coup. Et voilà. Donc j'ai commencé, donc en fait ce qu'on va faire c'est que sur cette vidéo-là, on va la faire en plusieurs phases. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, ce jeu, Dawn of Madness, il vient donc avec, donc moi j'ai que la boîte de base, j'ai pas les extensions. Donc dans la boîte de base, vous allez avoir quatre, quatre protagonistes, quatre personnages, et vous allez jouer une histoire d'un personnage principal. D'accord? Donc ça c'est à vous de choisir. Donc moi j'ai choisi de jouer dans cette vidéo-là, donc Emily Hopkins, hein, qu'on peut voir donc ici. Et donc, ça sera son histoire à elle. Voilà. Après, vous pouvez évidemment jouer avec d'autres personnages en prenant. Donc, chaque personnage a son histoire pour être joué. Et donc, ce qui va changer, c'est par exemple pour la mise en place, bah, les lieux. Là, les lieux que l'on a, c'est des lieux spécialement justement pour son histoire à elle. Et si vous jouez un autre personnage, eh ben, il y aura ces lieux prédéfinis aussi. Tous les lieux ont été mis aléatoirement pour la mise en place. Donc ça, je l'ai fait en amont avant la vidéo. Mais il n'y a pas de... Voilà, vous mélangez, vous prenez toutes les cartes de l'histoire du personnage, vous mélangez, vous mettez sur le plateau simplement. Moi, je vais jouer avec deux personnages, donc je vais jouer avec Emilio Hopkins, on va faire son histoire, et j'ai pris Claude en tant que personnage complémentaire, sachant que c'est un jeu que vous pouvez jouer jusqu'à 4 personnages. Voilà, toujours. Par contre, il y aura toujours une histoire par personnage. Ce qui est dit souvent sur internet, c'est que le jeu n'est pas forcément super bien équilibré quand on joue deux personnages, parce que le jeu a été prévu en fait pour jouer 4 personnages, donc on va voir ce qu'il en est, et on va voir comment que ça se passe avec deux personnages, on va voir si on y arrive, si on n'y arrive pas. On verra. Peut-être qu'on va se faire défoncer. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que une game, ça correspond en fait à une mini-campagne, si vous préférez, puisque le jeu est extrêmement long. C'est-à-dire que pour finir une seule histoire de un personnage, il va vous falloir entre 8 et 10 heures. D'accord? Et donc, considérez que c'est une mini-campagne. Voilà. Donc, dans le jeu, vous allez avoir quatre campagnes, entre guillemets, une pour chaque personnage. Quand vous décidez donc de jouer, vous décidez donc le personnage principal, donc là, comme moi, Emily Hopkins, et vous devez décider aussi quelle abomination vous mettez dans votre jeu. Sachant que là, il n'y a pas de règles, c'est vous qui choisissez. Dans le jeu de base, il y a 8 abominations, hein, je vais vous les montrer. Donc là, il y en a 8 là-dedans, d'accord? Et vous en choisissez une, celle que vous voulez, pour votre campagne. Donc ça donne aussi une certaine rejouabilité, entre guillemets, puisque bah, vous pouvez définir celle que vous voulez. Donc potentiellement, vous pourrez rejouer pas avec la même abomination. Après, l'histoire, faut savoir que l'histoire, il y a plusieurs fins dans les histoires, dans les campagnes. Donc pareil, je pense que suivant les fins que vous allez avoir, bah, il y a ce côté un peu rejouable. Donc moi, pour la game, j'ai choisi l'abomination libérée. Alors pourquoi j'ai choisi elle? Ben, c'est un peu au pif. Et voilà, et en fait, regardez son illustration ici. Voilà, je me suis dit, bah ça va peut-être bien aller avec le thème, j'en sais rien en fait. Mais vraiment au pif. Donc voilà pour ça. Au niveau de la mise en place, vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des terreurs. Donc l'abomination, c'est celle qu'on vient de voir. Et des terreurs, c'est des monstres qui vont nous embêter.
et vous allez avoir des terreurs qui sont liées au personnage principal, donc là, Emily Hopkins, et on les reconnaît évidemment avec le symbole ici. En fait, le symbole d'Emily Hopkins, c'est la seringue, et en fait, ici, on a la seringue pour les terreurs. Donc les 3 terreurs-là de seringue sont spécialement pour elle, et après, les autres terreurs sont mélangées au hasard, on les mélange au hasard, et quand ils vont nous demander d'en piocher une au hasard, ben, on en prendra une au hasard pour la mettre sur le plateau. D'accord? Donc voilà comment que ça se passe. Donc au niveau de la mise en place, on a mis les lieux aléatoirement. On doit mettre les tokens ici, c'est des tokens de contour. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu constitue, en fait il y a 3 phases de jeu. Et une des phases, c'est le tour des personnages. Et le but, c'est de finir le jeu avant que tout soit résolu. Donc premier tour, deuxième tour, etc. etc. D'accord? Donc pour l'instant, on fait la mise en place. Je rappellerai un peu les règles plus tard. Aussi, au niveau de la mise en place, ici, on a des comptes. C'est pas des comptes tours, c'est des compteurs. Voilà, c'est des compteurs qui représentent en fait justement ce qui va se passer dans l'histoire. Et suivant les différentes fins, je vous ai dit, il y avait 4 fins différentes. Et ben, c'est ce qui va définir un petit peu les fins. Par exemple, si vous avez plus de C, par exemple, vous en avez 6 et vous avez que 1 D, et ben, votre fin sera C. Voilà, ce sera pas D. D'accord? C'est celui qui a le plus par rapport à votre fin. Donc évidemment, ça va être des compteurs individualisés. Par contre, pour les biens de la vidéo, et en fait, comme le plateau est assez grand, comme vous pouvez le voir, le plateau est assez grand et ça prend beaucoup de place, je ne vais pas utiliser ces compteurs-là. À la place, je vais utiliser un D. Donc je vais les enlever. C'était juste pour vous montrer que j'avais fait ça. D'accord? Donc je les enlève. Et à la place, je vais utiliser un D. Donc je vais les mettre de côté. C'est les lettres qui correspondent au compteur. Je vais les mettre là. A, B, C, D. Voilà. Donc A, B, C, D. OK. Et je vais mettre un D associé avec, sachant que là on est à 0. Donc pour l'instant, donc je vais mettre un D qui va représenter en fait les numéros. C'est la même chose. Sauf que là, comme on est à 0, pour l'instant, je mets rien. D'accord? Et vous allez me dire, mais pourquoi du coup tu n'utilises pas les compteurs? En fait, c'est pour gagner de la place pour les personnages. Parce qu'en fait, les personnages vont avoir un board. Et comme là, ce qui est important, c'est de voir le plateau ici et de voir les personnages. Ça, c'est moins important. Avoir 3 en B, on s'en fout un peu durant toute la game. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est moins important. C'est bien d'avoir le compteur, mais en D, ça marche très bien. Ce qui va me pouvoir, en fait, de hop, ramener les personnages ici. Voilà. Et comme ça, vous aurez une meilleure vision sur les personnages. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça, comme ça. Donc je vais ramener les personnages. Puisque les personnages, en fait, pendant la mise en place, ils ont un board. Et ils vont avoir aussi des cartes. Alors, hop, ici, on va avoir une carte qui est le soin palliatif pour elle. Une existence de départ. Donc qui est ici. Donc ça, c'est des cartes spécialement de chaque personnage. D'accord? Et on va avoir un domaine de départ. Donc un domaine, en fait, les domaines de départ, c'est comme un équipement. C'est l'uniforme d'infirmière. Donc j'ai récupéré l'uniforme d'infirmière qui est ici, que je vais mettre ici aussi, et son personnage ici. Et la même chose, donc pour Claude. Et donc lui, il aura dans la ligne de mire en carte, spécialement pour lui, et il aura le Magnum 44 en stuff. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser ce côté-là de plateau pour mettre les personnages. Alors, comme le plateau est super sombre, c'est vrai que des fois les détails on les voit pas super bien, mais on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Ici, on a mis en place des cartes. Alors ces cartes-là, en fait, c'est des cartes qui vont être utilisées quand on joue justement avec 2 personnages. C'est pour pallier au fait de pas jouer avec 4 personnages. Voilà. Si vous jouez avec 4 personnages, vous n'aurez pas ces cartes-là. Et si vous jouez avec 3 personnages, bah, vous en aurez d'autres qui correspondent à 3 personnages. Moi, j'ai pris ces cartes-là qui correspondent au fait de jouer avec 2 personnages. D'accord? Donc voilà. Au niveau de la mise en place, on aura ici, on a les lieux, et on a aussi la piste d'initiative, donc ce qui est ici à gauche. Donc en fait, ce qu'on appelle la piste d'initiative, que vous voyez là à gauche, c'est la piste je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas la mémoire, mais enfin bref.
Comment ils appellent ça? Enfin, je sais plus. C'est un peu du cerveau, si vous voulez. Donc ça, on va définir par rapport à notre personnage. Donc nous, notre personnage, on voit qu'il a 9 PV et on voit qu'il commence à 7 au niveau de la piste d'initiative. Donc j'ai pris son token ici et je l'ai mis sur 7. Pareil pour Claude qui commence lui à 6. Et pareil pour l'abomination. L'abomination, on peut voir qu'elle commence à 8. Donc j'ai mis son token sur 8, comme vous pouvez le voir. Et donc ça va définir l'ordre du jeu en fait. Hein. Et vous allez voir on va avoir des différentes actions qui vont faire qu'on va dépenser cette ressource. Donc c'est la capacité mentale, voilà ce que c'est exactement. Ça s'appelle comme ça en tout cas dans le jeu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Je suis en dessous de mon Velux pour apporter une lumière authentique, on va dire. Mais si c'est pas le top, on fermera au besoin. En tout cas, voilà pour la mise en place. Pour l'instant, on a mis tout ce qu'il fallait. On nous dit aussi que pour placer les personnages sur les différents lieux, c'est au hasard. Au début, c'est au hasard. Donc je vais récupérer le personnage de Claude, d'accord? Et on va lancer un dé, donc un dé 16, parce qu'il y a 16 lieux au total. Ça, c'est un D16. Non, pas du tout. Il est là, le D16. Donc, un D16, on va le lancer pour savoir où Claude va commencer. Et il va commencer en 15. Alors, faut chercher le 15, je sais pas où il est, évidemment. Il est là-bas. La gueule abyssale, ici. Donc, Claude va commencer en 15 ici. On verra les lieux hein, quand on va commencer à jouer. Pour l'instant, on reste sur la mise en place. Et on fait exactement la même chose pour l'abomination. Donc, l'abomination qui est ici. Que l'on a choisi, donc pareil. Par contre, elle ne peut pas être au même endroit que Claude. C'est-à-dire que si elle fait 15, ben, il faudra changer de place. 13. 13, c'est ici, le sous-sol de l'asile. Ok, très bien. Et pour Émilie, il faudrait faire la même chose, mais son histoire, en fait, des fois, il y a des règles spéciales dans son livre. Donc, en fait, chaque personnage va avoir une campagne et il va y avoir un livre lié au personnage, Emily Hopkins. Donc, il y a beaucoup, c'est un jeu qui a beaucoup de narration. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de lecture à faire, hein, clairement. Si vous n'aimez pas les jeux narratifs, vous n'allez pas aimer ce jeu-là. Ce jeu-là se rapproche un petit peu des Contrées de l'horreur, si vous connaissez, où vous allez avoir différents lieux, et l'idée, en fait, va se déplacer dans les différents lieux pour faire progresser l'histoire, pour gagner des compétences, pour devenir plus fort. Et le but ultime, ça va être donc de récolter des points d'histoire, pour en avoir 40 au total, et il va falloir tuer l'abomination. Si vous arrivez à faire ces deux-là, on va rentrer dans ce qu'on appelle une phase finale du jeu. Et la phase finale du jeu, il y aura un boss ultimate, où le boss va être personnalisé par rapport à l'histoire et par rapport au personnage. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Et donc là, en fait, dans les règles spéciaux de son histoire à elle, il y a... on nous dit en fait que au lieu de le faire au hasard, Emily Hopkins, elle va commencer dans l'aile nord du plateau. Donc je vais récupérer son standise et on va la mettre dans l'aile nord. Donc l'aile nord, il est là, aile nord. Ouais, c'est le numéro 14. Donc hop, elle commence ici, elle. On verra petit à petit les lieux, tout ça. Hein. Il va y avoir beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à lire avant de commencer le jeu. Là, on fait vraiment que la mise en place. Comme ça, si les gens ne souhaitent pas voir la mise en place, ils peuvent directement sauter au début du jeu. L'idée, c'est d'expliquer évidemment les règles quand on va jouer en même temps. Voilà. Et en termes de mise en place, alors il reste encore une chose à faire. C'est au niveau des plateaux des personnages. En fait, au niveau des plateaux de personnages, ils vont avoir des stats un petit peu comme dans les jeux Horror Arkham, trucs comme ça, où vous allez avoir les stats de force, les stats d'intelligence, voilà, les trucs comme ça. Bah là, c'est la même chose. Sauf que ici, ça s'appelle pas des stats d'intelligence ou des stats de force, tout ça. C'est plutôt des stats de couleur. Ce qu'on appelle, en fait, dans le jeu, ça s'appelle des sentiences. Mais ça correspond à une couleur, en fin de compte. C'est comme si la force dans Horror Arkham était rouge. Voilà. Bah là, c'est un peu le cas. Le rouge, c'est justement la force, entre guillemets. Donc là, vous allez avoir les stats de départ. Donc rouge, violet, bleu, jaune et vert. D'accord. Donc ces stats-là, on va devoir les noter sur une feuille, puisque elles vont pouvoir évoluer.
Voilà. Donc une feuille comme ça. Une feuille par personnage. Et donc c'est simplement pour indiquer des stats. C'est comme si vous aviez la force, l'intelligence, tout ça. Donc, alors pourquoi on les note? Ben, c'est parce que comme elles vont évoluer, c'est pour se rappeler qu'est-ce que l'on a dans certaines capacités. Parce que des fois, ils vont nous dire, bah, faites un test en rouge. Et si on regarde ici, bah là, c'est la valeur de base. Mais si ça va être évolué, il faudra qu'on regarde évidemment sur la carte. Donc ça, on va devoir noter ça. Alors, on va commencer donc par Émilie. Donc, Émilie. En rouge, elle a 1. Ok, c'est marqué ici. Donc 1. En vert, elle a 2. En jaune, elle a 3. En bleu, elle a 2. Et en violet, elle a 1. Donc voilà ses stats de départ. Donc cette feuille-là, alors je vais peut-être marquer que c'est Émilie, parce que sinon on va peut-être plus s'en souvenir. Donc c'est Émilie. Voilà. D'accord. Et donc je la mets de côté, cette feuille-là, parce que ça va être utile pour nous de savoir ses stats. Et on va faire la même chose avec Claude. Donc Claude, lui, rouge, il a 3. En vert, il a 1. En jaune, il a 1. En bleu, il a 3. Et il a 0 en violet. Ce qui est pas cool, mais bon, c'est comme ça. Donc pareil, je vais marquer que c'est Claude. Voilà. Et ça, on va mettre à côté de son personnage. Comme ça, on aura ses stats. Alors évidemment, ces feuilles-là, dans un premier temps, tant qu'il n'y aura pas d'amélioration de fait, évidemment, ça sert à rien, puisque autant qu'on regarde ici, c'est la même chose. Hein, puisque ça, c'est les stats de départ. Mais une fois qu'il y aura des améliorations de fait, les feuilles vont être utiles, bien entendu. J'espère que ça ne va pas trop bouger de partout. Normalement, non. Alors, ce qu'on doit faire aussi durant la mise en place, c'est savoir combien ils ont de domaines de départ. Alors, il faut savoir, en fait, en termes de vocabulaire, je vous disais que c'était assez pénible, assez chiant, donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Les sentiences, je vous rappelle que c'est les couleurs, d'accord? Et les domaines, ce ne sont pas les couleurs, les domaines, ce sont les symboles. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a différents symboles. Une main, par exemple, un bouclier, mais en fait, c'est une sphère. Un cerveau, une tête et un œil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des domaines. D'accord? Donc, une couleur, un domaine. Donc, un sentience, un domaine. Et il peut y avoir des combinaisons. Par exemple, une couleur rouge peut tout autant avoir un domaine main, comme un domaine tête, comme un domaine cerveau, etc. Et chaque couleur. Donc, en fait, ça fait multiples combinaisons. Et donc ça, on doit justement, en début de game, savoir avec quoi on commence. Donc on doit prendre tous ces stats pour savoir le nombre de dés que l'on lance. Donc un rouge prend un dé rouge, un violet, 2 bleus, 3 jaunes et 2 verts. Donc ça fait toujours partie de la mise en place. Hein. Donc là, je prends toutes ces couleurs, donc ces sentiences de départ, et je vais les lancer pour savoir quel domaine correspond et quel domaine elle a en début de partie. D'accord? Donc, c'est parti. Voilà. Donc là, l'idée, en fait, c'est de récupérer tous les symboles, d'accord, qui correspondent évidemment à la couleur, et de les mettre sur le plateau. Donc, par exemple, on va commencer par les couleurs bleues. Et je vais les ramener ici. Donc, les couleurs bleues. On nous dit qu'il y a couleur bleue de cerveau. D'accord? Et là aussi. Donc, d'ailleurs, elle a eu deux cerveaux en bleu. Donc, je vais récupérer 2 cubes bleus pour la couleur. C'est du bleu. Et je les mets dans le domaine cerveau, puisque c'est ce que l'on a eu sur les dés. Hein, c'est la combinaison en fait des couleurs et des domaines. Ok. Donc les bleus, c'est fait. On va prendre. Il y a encore. Elle a eu beaucoup de cerveaux, hein, mine de rien, parce que là, elle a eu 3 cerveaux encore. Hop, je vais récupérer ça. Donc, violet, vert, jaune en cerveau. Violet, vert, jaune en cerveau. Voilà. Donc tous les cerveaux ont été faits.
Très bien. Ensuite, les mains, on voit qu'il y a une jaune et une rouge. Une jaune et une rouge main. Très bien. On voit qu'il y a eu un œil vert. Un œil vert. Et on voit qu'il y a eu, le dernier dé, c'est un jaune tête. Un jaune tête. Voilà pour ces stades de départ pour elle. Et du coup, on doit faire la même chose pour Claude. Donc Claude, il a 3 rouges. Donc 1, 2, 3. Donc 3 rouges, il a un vert, un jaune, 3 bleus, 3 bleus et pas de violet. Voilà. Alors il faut savoir que chaque dé a une prédominance. Par exemple, le rouge, le dé rouge, donc la couleur rouge, aura tendance à faire plus de mains. Voilà, si on regarde le dé rouge, il y a 2 symboles mains. 2 symboles mains. Et toutes les autres faces, c'est les autres symboles. Donc en fait, la couleur rouge, c'est 2 comme ça, et après c'est 1, 1, 1, 1, ce qui fait 6. La couleur violette, c'est 2 comme ça, et après 1, 1, 1, 1. La couleur bleue, c'est 2 comme ça, après 1, 1, 1, 1, etc. Donc chaque couleur, en fait, malgré que toutes les couleurs peuvent avoir tous les domaines, il y a quand même des prédominances sur certaines, sur les dés, en fait. Donc ça, il faut le savoir durant les tests. Donc si par exemple, un test me demande d'avoir des mains, eh ben, il vaut mieux que je lance le rouge, parce que le rouge, j'ai 2 mains potentielles, alors que si je lance un œil, enfin un vert, pardon, eh ben, vert, j'aurai qu'une chance sur 6, alors que le rouge, j'aurai 2 chances sur 6 à chaque fois. Ok, donc ça, c'est important de bien le comprendre. Donc là, je prends tous les dés de Claude, et je fais la même chose. Donc je mélange. Alors, on va récupérer les mains. Tiens. Alors là, il y a main, il y a 2 mains rouges, et c'est tout. Donc 2 mains rouges. Donc lui, je lui prends 2 rouges, et je mets à ses mains. Ensuite, on voit qu'il y a 1, 2, 3 sphères, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, au niveau des sphères. Voilà. On voit qu'il y a 2 têtes bleues. Donc 2 têtes bleues. 1, 2. 2 têtes bleues, très bien. Et on voit qu'il y a un jaune en cerveau. Donc un jaune en cerveau. Il n'a pas eu d'œil. Ok. Donc ça, c'était pendant la mise en place, c'est savoir avec quel domaine on débute. Et voilà, donc ça reste aléatoire. Il y a pas mal de choses aléatoires dans le jeu. Mais c'est pas grave. À nous de nous adapter. Donc là, voilà. Ça, c'était une des mises en place. Et puis, je crois que l'on a fini pour la mise en place. Il me semble que l'on a tout fait. Ouais, il me semble que l'on a tout fait. Ok. Ouais. Après, voilà, il y a des jetons à mettre en place, il y a des cartes évidemment à mettre en place. Il y a plein de trucs, mais ça, peu importe, on s'en fout. Ce qui est important pour vous, c'est surtout ça, savoir les différents symboles, les différents lieux, les trucs. Ok, très bien. Bon, bah super, on va pouvoir commencer à jouer. Ok, let's go. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la mise en place, je vous laisse découvrir un petit peu les différents plateaux, tout ce qui se passe. Donc, nous allons commencer à jouer. Alors, le jeu se comporte en 3 phases. Alors déjà, le but du jeu, c'est quoi? Parce que c'est bien beau d'avoir un jeu, mais si on n'a pas le but du jeu, ça sert à rien. Le but du jeu, c'est très simple. Il va falloir tuer l'abomination qui se trouve ici. Donc, l'abomination que l'on a choisie durant la mise en place. On doit la tuer. Donc ça, c'est le premier objectif que l'on doit faire. D'accord. Et le deuxième objectif que l'on doit faire, alors il faut faire les deux, hein, il n'y a pas on en fait un, on gagne. Non, il faut faire les deux. Donc tuer Labo. Et le deuxième objectif, c'est avoir un cumul de 40 points d'histoire qui sont représentés par les lettres ABCD. Donc je dois avoir 40 points dans ABCD. Donc je peux en avoir 10. Si je fais 10, 10, 10, 10, par exemple, bah, ça marche. Après, je peux faire 5, 15, 20, voilà, ok, on s'en fout. Mais l'idée, c'est d'avoir 40 points au total en histoire. Voilà, donc pour gagner le jeu, c'est ça. Enfin non, c'est pas pour gagner le jeu. On va dire que ça, ces deux objectifs-là, c'est pour passer en phase finale. Et après, quand on arrive en phase finale, l'objectif, c'est de tuer le boss final. Voilà, c'est vraiment ça le but du jeu. Mais déjà, notre but premier, on va dire, c'est de tuer l'abomination qui est là et d'avoir 40 points en histoire. Sachant qu'on est limité en termes de tours, en termes de temps, par rapport à cette timeline-là. On aura 10 tours au total.
Et voilà, si on n'arrive pas à avoir tué l'abomination ou à avoir les 40 points d'histoire au-delà des 10 tours, eh ben on aura perdu. Pour perdre, il y a aussi les personnages. Les personnages, quand ils vont mourir, alors pas la première fois, mais quand ils vont mourir, à force, eh ben, on peut aussi perdre la game. Par contre, on a le droit à 4 vies. Enfin, vous allez voir comment ça se passe au niveau des vies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si on meurt, il va y avoir en fait quelque chose qui va se passer, d'accord? Donc la première mort, c'est pas très très grave entre guillemets. La deuxième mort va être un peu plus punitif. La troisième, pareil. Et au bout de la quatrième mort, eh ben, game over. Ok, donc il faut le savoir. On peut mourir dans le jeu, ok, mais jusqu'à une certaine limite. Donc ça, c'est une des conditions de défaite. Et évidemment, la deuxième condition de défaite, bah, si on arrive au 10e tour et qu'on n'a pas fait les objectifs, c'est game over, comme vous l'aurez compris. Je tiens quand même à signaler, à donner un avertissement que ce jeu est interdit au moins de 16 ans, puisque en fait, il a pour référence des choses assez morbides. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de sang, pas mal de choses. Alors, il nous précise en fait dans le livre de règles qu'il n'y a pas de scène sexuelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir une femme qui va se faire violer. Mais par contre, il peut y avoir des scènes choquantes. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo-là en famille, en train de manger un repas, je vous invite à tout de suite arrêter. Surtout s'il y a des enfants. Si. Et donc, on va tout de suite commencer, avant même de vous expliquer le jeu, à lire un petit peu l'univers du jeu. Comme ça, ça peut, si ça vous intéresse, ça va pouvoir vous être utile. Et on va lire les recommandations de l'avertissement concernant le contenu. C'est parti. Donc, Dawn of Madness est un jeu d'horreur qui ne s'adresse pas aux plus jeunes et qui est à réserver aux personnes ayant l'estomac bien accroché. En effet, s'il ne comprend, pour ainsi dire, pas d'écart de langage et presque aucun contenu sexuel, il multiplie les scènes perturbantes, violentes, résolument adultes pour leur traitement. Et je n'arrive pas à lire. Et à forte teneur horrifique. Voilà. De plus, il aborde des thèmes qui peuvent s'avérer difficiles, voire insupportables pour certains, bien sûr, tels que le suicide, la dépression, le cannibalisme, les maladies mentales, l'anxiété ou les traumatismes physiques comme psychologiques. Voilà. Le but du jeu, c'est de mettre à mal les joueurs, bien sûr. Bon. Et si vous avez une phobie, sachez que il y a de grandes chances pour qu'elle soit dans le jeu et qu'à un moment donné, elle soit représentée. Donc voilà. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas par contre, de traumatisme sexuel dans le jeu. Voilà, ils ont pris parti de ne pas le mettre. Et donc, c'est recommandé de jouer pas en dessous de 16 ans. D'accord? Donc voilà, faut le savoir. Donc ça, voilà, je préférais quand même mettre un avertissement. Si jamais vous écoutez cette vidéo-là, comme je vous dis, à table ou autre, comme ça, vous pouvez tout de suite stopper au besoin. Voilà. Public averti, comme on dit. Donc on va commencer dans les coulisses du jeu, savoir un petit peu le contexte du jeu, qu'est-ce qui se passe, voilà. Parce que comme je vous dis, alors il y aura beaucoup de lectures forcément, donc pour ceux qui n'aiment pas ça, vous n'allez pas forcément aimer le jeu. Mais moi j'aime bien. Voilà, c'est un jeu où on va prendre le temps, je pense, le temps de la réflexion, tout ça, le temps de bien lire, sachant que c'est un univers qui se passe dans Deep Madness, pour ceux qui connaissent. Donc Deep Madness, pardon, qui était sous l'eau, un petit peu à l'Horror Arkham en fin de compte, ça reprend un petit peu l'Horror Arkham. Donc voilà. Donc là on nous dit dans les coulisses du jeu une question de contexte. Donc ces 3 paragraphes évoquent un peu plus le contexte dans lequel se déroule le jeu. Il n'est pas forcément nécessaire de les lire pour pouvoir jouer, mais je trouve que c'est intéressant qu'on puisse les lire ensemble. De toute façon il y a beaucoup de lectures, donc tant qu'à faire. Donc l'avenir de l'humanité sera glorieux et tout entier façonné par l'église de l'Aube dorée, qui l'emmènera sur la voie de la transcendance. Des années durant, l'Aube dorée s'est livrée à des expériences sur la conscience humaine, pour donner naissance à l'ère des surhommes éclairés annonçant le prochain stade de l'évolution. Cela lui a également permis de découvrir de puissantes reliques, vestiges d'être disparus depuis longtemps qui lui ont révélé un autre plan d'existence, l'outre-monde. Les premières tentatives d'exploration de ce nouvel univers s'étant avérées calamiteuses. L'Aube dorée entama une nouvelle série d'expériences visant, celle-là, à faire fusionner la conscience humaine avec celle des forces de cette étrange réalité. Elles se poursuivirent plusieurs siècles durant, envoyant dans l'outre-monde des sujets triés sur le volet,
jusqu'à ce que certains finissent par en revenir. Vous incarnez l'un des malheureux soumis à ces expériences. Exposé à l'incompréhensible puissance de l'outre-monde, vous avez été arraché à votre existence préalable et envoyé dans ces dimensions vivantes, redoutables et affamées. Mais, heureusement, vous n'êtes pas seul. D'autres cobayes sont entrés en collision avec vous et vos esprits ont fini par fusionner ensemble. De plus, les vestiges éparpillés de vos souvenirs de vos vies et même de vos cauchemars font désormais partie de l'outre-monde. Sans oublier vos pires terreurs qui ont déjà commencé à prendre forme. Désormais, vous errez au milieu des fragments de votre monde intérieur et celui de vos compagnons, essayant de vous reconstruire tout en tentant de survivre à ce royaume conscient et cauchemardesque qui semble déterminé à causer votre perte. Ce faisant, vous ne faites pas que redécouvrir votre passé et vous le refaçonner en compagnie de ceux qui explorent les ténèbres avec vous. Parviendrez-vous à revenir dans le monde réel pour participer au nouvel âge de l'humanité ou deviendrez-vous quelque chose de différent, à la fois plus et moins qu'humain? Il faudra jouer pour le découvrir. Donc voilà, un petit peu le contexte du jeu. Donc, on va être un petit peu dans l'outre-monde, un peu le monde, un monde surnaturel entre guillemets, qui se passe aussi dans l'esprit des gens. C'est pour ça en fait que de temps en temps, il va y avoir des événements qui vont être soit faits par un personnage, soit ça va être des événements qui vont être faits par ce qu'on nous dit en fait dans les yeux du protagoniste, dans les yeux de celui qui a l'histoire principale, donc dans les yeux de Emily Hopkins. Et oui. Et donc là, on va commencer à lire au commencement. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors évidemment, dans cette vidéo, il y aura du spoiler, forcément, parce que c'est un jeu narratif, donc je ne peux pas jouer sans spoiler, c'est impossible. Donc pour ceux qui ne veulent pas suivre l'aventure ou qui ne veulent pas se faire spoiler, bon bah voilà, je vous invite à quitter la vidéo. Malheureusement pour vous, après tant pis, c'est comme ça. Sur les jeux comme ça, malheureusement, je peux rien faire, je peux pas dire je vais pas spoiler, c'est impossible, bien entendu. Après, il y a plusieurs fins, donc même si à la rigueur vous faites spoiler, c'est pas très grave, vous pourrez jouer de votre côté avec une autre fin potentielle. Et vous n'allez pas faire la même chose que moi, donc potentiellement on n'aura pas les mêmes histoires. Alors, au commencement. Donc, le monde qui vous entoure se fracture dans un maelstrom de démences brûlantes. Désolé, c'est jamais trop évident de lire un bouquin avec une caméra. Donc, vous avez simultanément la sensation de tourbillonner vers le haut, vers le bas, nulle part. Bon, j'aimerais bien que tu fasses le à point parce que à force, je n'arrive pas à lire. Logique. Elle veut pas. Hein. Ah, bah dis donc. Bon, désolé hein, pour ça, mais... Elle est un peu capricieuse. Bon, tant pis. Je vais mettre en pause pour essayer. Alors, je me suis mis en focus manuel. Elle voulait pas. Bref. Donc, vous avez simultanément la sensation de tourbillonner vers le haut, vers le bas et nulle part. Votre esprit menace de se désagréger, de se transformer en un million de fragments partant dans autant de directions différentes. Et subitement, il le fait. Alors, je sais pas, je pense que c'est je pense que c'est là. Parlez, docteur. J'aimerais demander une redéfinition du cadre de la grande expérience, Seigneur As, répond le docteur Fillmore après s'être éclairci la gorge. Tout ce que nous avons accompli jusque-là tend à montrer une approche graduelle à plus long terme est nécessaire si nous voulons atteindre le résultat souhaité. C'est pourquoi il me semble indispensable d'étendre les paramètres du projet. Poursuivez, fait le Seigneur As en joignant l'extrémité de ses doigts. Vous poussez un hurlement de terreur et de douleur alors que des réalités et des entités qui ne peuvent exister apparaissent tout autour de vous et vous traversent avant de disparaître tout aussi subitement qu'elles se font former.
Votre âme, vous la sentez qui se déchire. Vous retombez violemment, pris d'angoisse indicible, la voix cassée d'avoir tant crié. Votre conscience est telle, une supernova venant d'exploser, désormais détruite, elle se reconstitue peu à peu pour former quelque chose de plus petit. Comme si vous étiez moins vous qu'avant. Vous vous souvenez de votre nom et de certains faits de base de votre existence, mais votre grande partie de ce qui vous définissait a juste disparu. Je suggère que nous cessions les expérimentations en laboratoire afin de commencer à les faire sur le terrain, explique le docteur Fillmore. Ce faisant, nous pourrons introduire une exposition plus graduelle à la relique et à ses dérives. Nous pourrons également laisser les sujets dans leur propre environnement. Sans qu'ils sachent qu'ils participent à l'expérience. Ainsi, leur niveau de stress sera minimum. Je pense que cela nous offrira un temps plus important entre le début et la fin de l'expérience, et donc, potentiellement, un plus grand nombre de brèches et de mutations. Nous aurons également ainsi davantage de chances de trouver d'autres endroits où la frontière entre notre monde et l'autre est particulièrement mince. Et comment comptez-vous assurer le suivi dans ces conditions? S'enquiert As. Comment détecter les brèches en dehors d'un laboratoire? Nous possédons de nombreux outils déjà finalisés ou en cours de développement, ainsi qu'une unité spéciale suivant un entraînement poussé afin d'apprendre à surveiller attentivement la situation avant et après chaque brèche, répond Fillmore. Et j'ai toute confiance en nos équipes de terrain qui vont obtenir des résultats potentiellement spectaculaires. Hésite le seigneur As. J'imagine que cela vaut la peine d'essayer. Très bien. Vous pouvez poursuivre, docteur. Mais tenez-moi bien informé de vos résultats. Bien sûr, seigneur As, répond le docteur Fillmore en s'inclinant avec plaisir. Oh, la caméra qui se casse la gueule. Cet endroit est impossible. Il se tord pour former des angles étranges et plusieurs millénaires de poussière semblent s'y être accumulés. Mais le plus inconcevable, c'est que le monde qui vous entoure change, comme s'il reformait sous vos yeux. Il craque, se transforme, devenant quelque chose de différent. Quelque chose qui vous est vaguement familier. Désorienté, vous errez au hasard dans ce royaume étrange et inconstant. Une voix intérieure vous hurle que vous connaissez ses repères. Qu'il y a là des choses qui n'appartiennent qu'à vous et qui n'ont rien à faire ici. Mais ce n'est pas tout. Derrière tout cela, vous sentez comme une présence. S'agit-il d'une forme ou d'une créature? Vous n'en avez aucune idée, mais vous savez sans le moindre doute possible qu'elle est vivante et consciente, et surtout, affamée. Ok, on voit un peu le laboratoire. Donc ça, c'était le commencement. Voilà. Alors dans le livre de règles, on nous donne 2 paragraphes et j'ai trouvé que c'était 2 paragraphes qui étaient super intéressants à lire. Donc on va les lire ensemble. Qui font un petit peu aussi partie de l'histoire. Donc approfondissement, monstres et failles de domaine. Donc là, cet encadré permet de mieux comprendre le fonctionnement des failles de domaine. Il n'est pas nécessaire de le lire pour pouvoir jouer, mais nous on va le lire parce que vous allez voir que c'est quand même intéressant. On nous dit que dans Dawn of Madness, un monstre n'est pas à proprement parler une entité physique, mais plutôt une apparition qui est d'abord et avant tout un amalgame de peur, de fragments de conscience, de souvenirs, d'émotions, de souffrances et de traumatismes, le tout mêlé de l'essence de l'outre-monde. C'est pour cette raison que quand il se manifeste physiquement, il utilise l'énergie de l'outre-monde pour stabiliser sa forme, en la ponctionnant à l'éclat du monde dans lequel il entre. Puis par la suite, il doit continuer à absorber ces substances des divers lieux où il se trouve afin de pouvoir conserver sa forme corporelle quand il est blessé. Voilà. Parfois, l'essence dont il se nourrit de la sorte augmente sa force, évidemment, ce qui le rend encore plus puissant et plus brutal qu'auparavant. Voilà. Donc du coup, ça, je trouvais ça super intéressant qu'on apprenne en fait que c'est pas forcément des... Enfin, de base, les monstres sont pas des entités physiques, mais en fait, ils vont ils vont se nourrir, entre guillemets, pour pouvoir apparaître. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on nous parle de
de, de failles, hein, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc en fait, voilà, on nous dit hein, des reflets difformes nés de la malice des ténèbres, de la faim dévorante de cette dimension cauchemardesque et qui n'ont qu'une seule envie, c'est se nourrir. Donc voilà, donc c'est comme ça en fait qu'ils expliquent le fait qu'il y ait des entités qui deviennent, enfin des entités, on va dire, psychiques, qui deviennent physiques, c'est en se nourrant des, des différentes choses qui se trouvent dans l'outre-monde. Et je trouvais ça intéressant, donc c'est pour ça que je voulais vous le lire. La deuxième chose intéressante que je trouvais intéressante, qui n'était pas obligée d'être lue, mais que je vais vous lire quand même, c'était par rapport aux couleurs. Vous savez, on a parlé ici des couleurs, et je vous ai dit que par exemple le rouge, c'était la force. Et je trouvais ça plutôt intéressant justement de le regarder au niveau des sentiences, donc c'est les couleurs. Donc le rouge représente l'action, la violence et la colère, mais aussi l'amour, le courage et la force, voilà ce que je vous avais dit, d'accord. Le bleu représente l'intelligence, le calme dans des situations tendues, la stratégie et la logique. Le vert représente le monde qui vous entoure, donc la défense, les réactions et l'agilité. Le jaune représente l'empathie, la joie, l'affection, voilà. Et le violet représente l'étrange, le blizzard et tout ce qui est différent. Donc voilà, ça je voulais vous le dire aussi, je trouvais ça intéressant d'avoir un petit peu les définitions des différentes couleurs. Et pareil, on a aussi les définitions des différents domaines. Donc je vous rappelle, les domaines, c'est les symboles, hein, donc par exemple l'œil, la main, etc., etc. Donc la main, on nous dit que ça représente l'action, donc ça représente l'attaque. Le cerveau représente les pensées, voilà, l'inspiration, la logique. L'œil représente l'esquive ou la conscience du monde. Le crâne, donc le visage, représente les liens avec autrui, la fusion, l'empathie. Et la sphère représente l'outre-monde, c'est-à-dire l'inconnu et tout ce qui est inhumain. Donc voilà, ça aussi je trouvais ça intéressant de vous le donner. Voilà. Donc là on va pouvoir commencer à jouer. Et quand on commence à jouer, je vous ai dit que le jeu se faisait en 3 phases. Et en fait je vais vous montrer les différentes phases. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc le jeu se joue en 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'événement. Donc première phase, phase d'événement. La deuxième phase, c'est la phase d'action. Là, on va jouer. Et ensuite, on a la phase de rafraîchissement et on va recommencer comme ça. 1, 2, 3. 1. Donc 1, 2, 3, c'est un round de jeu, un tour de jeu si vous voulez. D'accord? Et donc, premier tour, deuxième tour, etc. etc. Jusqu'à arriver à 10. Ou jusqu'à arriver à ce qu'on ait réussi l'objectif, enfin les objectifs. Et dans ce cas-là, il va se passer des choses. D'accord? Donc phase d'événement, phase d'action et phase de rafraîchissement. Voilà, tout bête. Donc nous, on va commencer le jeu avec la phase d'événement, hein, logique. Et donc sur la phase d'événement, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf à lire l'événement qui est lié à la phase d'événement. La phase d'événement, en fait, on va regarder à quel tour de jeu on est. Donc là, on est sur le tour numéro 1. Et donc, durant cette phase d'événement, on doit lire l'événement numéro 10. Sur le tour de jeu numéro 2, on lira l'événement 20, etc., etc. Vous aurez compris. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire sur la phase d'événement, mais pas que. On doit aussi faire, enfin, la deuxième chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit récupérer toutes les cartes. En fait, il existe des cartes dans le jeu de Emily Hopkins, puisque c'est son histoire à elle. Donc il existe des cartes de rencontre. Donc elles sont ici. Alors il y en a deux types, hein. Il y a celle-là et il y a des rencontres comme ça, où il n'y a rien de noté, et puis il y en a où ils sont notés. Et ben on doit prendre toutes les cartes où il y a quelque chose qui est noté dessus. Et durant la phase d'événement, on doit vérifier toutes les cartes une par une. Alors ouais, c'est un peu chiant, un peu long, mais je vous l'accorde. On doit vérifier une par une si les conditions indiquées sur la carte sont réunies. Et si c'est le cas, eh ben on va faire spawn la rencontre. Par exemple, je prends la première. On nous dit si les errants ont la carte Coda, le larynx parasité, on va générer cette rencontre sur le grenier. Bon là, nous, évidemment, vu que c'est notre premier tour, on n'a pas de carte Coda. D'ailleurs, vous savez même pas ce que c'est, puisque j'ai pas encore expliqué. Donc c'est un peu logique. Donc les cartes Coda, ce sont des cartes qu'on va pouvoir gagner durant le jeu, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc là, en fait, cet événement, enfin
cette condition-là n'est pas respectée, donc on va pas générer cette rencontre-là, d'accord? Et donc ça, on doit le faire pour toutes les cartes. Alors là, c'est facile, entre guillemets, puisque il y a beaucoup de cartes quand même qui nous disent si vous avez la carte Coda, pardon, générée. Donc en fait, toutes les cartes Coda, déjà, bah nous on n'a pas de carte Coda, donc toutes les cartes Coda, on peut les enlever. D'accord? Donc carte Coda, carte Coda, carte Coda, carte Coda, carte Coda. Coda. Donc je peux enlever toutes les cartes Coda, voilà. Donc là, j'enlève toutes les cartes Coda. Déjà, forcément, celles-là, bah, elles vont pas spawn, c'est impossible. Ici, on nous dit si on est sur un événement du tour 6, on va pouvoir générer cette carte. Bon, là, c'est pas le cas, on est sur le tour 1, donc celle-là, pareil. D'ailleurs, on pourrait limite la mettre vers le tour 6, comme ça, on sait. D'ailleurs, je vais la mettre de côté. Voilà, comme ça, je ne vais pas regarder à chaque fois. On nous dit s'il y a 4 jetons de conséquences bleues sur le grenier, générer cette rencontre. Bah là, c'est pareil, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Pareil, même chose. Et là, il n'y a rien aussi. Donc voilà, donc ça, c'est une des choses à faire durant votre phase d'événement. C'est de vérifier toutes les cartes rencontres liées bah, justement à l'histoire principale. Donc là, Emily Hopkins. Et vérifier s'il y a des spawns de rencontres. Donc nous, évidemment, premier tour de jeu, il n'y a rien. Mais donc on a été très vite. Mais voilà, il faut penser à bien le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez donc le numéro qui correspond à votre tour de jeu, donc la numéro 10, et vous lisez dans l'histoire, donc dans le livre d'histoire, donc qui est lié justement à Emily, vous lisez le numéro 10 comme un livre dont vous êtes le héros tout simplement. Donc voici le livre de Emily. Je vous montre un petit peu l'illustration. Et donc son histoire, à elle, s'appelle Les liens de la gémellité. Hein, donc ça veut dire en fait qu'elle a une jumelle, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Avec cette petite illustration. Alors c'est peut-être sa jumelle, on ne sait pas, hein. En tout cas on va découvrir. Donc là on doit aller sur le 10. Ah oui, pardon. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. En fait, le jeu se joue de deux façons différentes. Soit vous pouvez jouer en mode histoire, soit vous pouvez pas jouer en mode histoire. Quand vous jouez en mode non-histoire, vous allez ouvrir le livre en 10 et vous allez faire ce qui est indiqué en 10, d'accord? Et si vous jouez en mode histoire, à chaque fois que vous devez donc révéler le pion, vous devez faire donc le pion événement, donc là le 10, et ben au lieu de prendre le livre basique de l'histoire, vous prenez le livre mode histoire, et pareil, cette fois-ci vous prenez donc le numéro 10. Donc là c'est Catherine, donc nous c'est pas notre histoire, là c'est Claude, Émilie. Voilà. Donc il faut bien prendre le livre en mode histoire. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre le mode histoire et le mode pas histoire? Et bien en fait, c'est simplement que le mode histoire sera un petit peu plus facile que le mode pas histoire. Voilà, c'est ça la différence. C'est juste ça la différence, il n'y a rien d'autre. Mais en gros, le mode pas histoire va vous faire générer plus de monstres. Et le mode histoire, il va vous faire générer moins de monstres. Donc quand vous jouez à 4 personnages, vous pouvez vous permettre de jouer en mode pas histoire. Mais là, moi, comme je joue qu'à 2, je suis obligé de jouer en mode histoire. Parce que déjà que enfin, d'après les retours, c'est pas forcément bien équilibré. Donc on verra ce qui. Voilà. Moi, je vais jouer en mode histoire. Donc là, on est bien sur l'histoire de Emily Hopkins. Et on est sur la section 10, nous. Puisque c'est le tour 1. Donc on nous dit générer la terreur patient en état de choc sur un éclat du monde déterminé aléatoirement. L'errante Emily se rend immédiatement à la session 59. Ok. Donc déjà, là, on doit générer la terreur patient. Donc en fait, c'est une terreur qui est liée à Emily, justement. Et donc, on va aller la récupérer. Alors, si jamais j'avais pas joué en mode histoire, par exemple, pour vous donner un exemple concret, et ben là, au lieu d'avoir fait spawn une terreur, j'en ferai spawn 2. Voilà, c'est surtout ça la différence. Donc ça, ce sont les terreurs qui sont liées à l'histoire, en fait, d'Emily. Donc, vous voyez, patient, en fait, c'est le mot-clé de ces terreurs-là. C'est des patients, logique. Donc, nous, on nous a dit le patient en état de choc. Donc, celui-là. Donc là, on doit faire spawn en état de choc. Donc, je vous montre son illustration. Donc, c'est un patient hein, qui est certainement, bon, comme vous l'avez... Ah bah d'ailleurs, on n'a pas lu l'histoire de Emily, c'est peut-être intéressant de la lire. Mais en fait, Emily est une infirmière. Et donc, on se retrouve dans... est-ce qu'on se retrouve dans un asile? On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas lu
Émilie. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite lire Émilie, parce que c'est important. Donc je vais enlever les cubes, les positionner pour me rappeler. Voilà. Et on va lire l'histoire de Émilie qui est derrière. En fait, on l'a pas lu, on aurait dû le lire, hein, bien sûr. Alors, je vais passer en manuel parce que il va pas vouloir. Voilà. Donc il y a certaines choses que je sais encore être vraies. Par exemple, il ne fait aucun doute que je m'appelle Emily Hawkins et que j'ai une sœur jumelle. Je sais que je suis infirmière à l'asile Lockwood. Donc voilà, donc en fait, elle est infirmière à l'asile. Où ma sœur est également patiente. Ah, donc sa sœur est patiente, d'accord. Et je sais que je me suis occupé d'elle lorsque nous étions plus jeunes, mais hormis ces quelques faits, les choses sont beaucoup plus floues, décousues, presque cauchemardesques. J'ai toujours essayé d'être quelqu'un de bien, c'est pour cela que je suis devenue infirmière, afin de pouvoir aider les autres. Enfin, pour cela et peut-être aussi pour ne pas avoir été capable de bien prendre soin de ma sœur, Laura, quand j'en avais la garde. J'ai le sentiment qu'à cette époque, nous avons traversé de difficiles épreuves et je suis heureuse que nous ayons pu renouer des liens à Lockwood. Laura fait partie de moi. Cela a toujours été le cas. Et quand elle n'était pas là, j'avais l'impression qu'il me manquait la moitié de mon âme. Et oui, forcément, c'est l'âme un petit peu des comment on appelle ça? Des jumeaux. Donc voilà, donc en fait, comme vous pouvez le voir, Emily est une infirmière dans un asile, donc l'asile de Lockwood, et sa sœur est patiente. D'accord. Et donc là, nous devons donc faire spawn un patient qui est en état de choc. D'accord. Et on doit le faire spawn aléatoirement. Donc quand on doit faire spawn quelqu'un aléatoirement, et ben on lance le dé pour savoir le lieu où il apparaît, comme on a fait pour les autres. D'accord. Donc je prends le dé. Alors je vais le lancer là, c'est pas grave. Je le mélange. 1. Alors il arrive dans le vestibule. Donc je vais chercher son token qui est je sais pas où. C'est lui non ou pas? Ouais, c'est lui. Voilà. Donc il arrive dans le 1 et le 1 c'est le vestibule, il est ici. Vous voyez, 1 ici. Donc je vais récupérer ça. Donc je le mets ici. Donc dans le vestibule, donc c'est un patient. D'accord. Et pardon. Désolé si des fois ma voix s'étouffe. En fait j'ai mal à la gorge. Très mal à la gorge, je suis tombé malade, j'ai super mal à la gorge et donc du coup le fait de lire tout ça, ça extinction de la voix, on va dire. Et du coup, lui, il a 4. Il a 4 en initiative. Donc au niveau de la piste d'initiative, ici, ben, je vais le mettre à 4. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Alors non, en fait, il y a une autre chose à faire, en vrai. À chaque fois qu'on fait spawn une terreur, en fait, les terreurs ont des failles. Vous voyez, il y a 3 tokens ici, ce qu'on va appeler des failles. Ça va être utile pour l'attaquer, ça va être utile pour faire des choses. Contrairement à l'abomination qui n'a pas de faille. Hein. L'abomination n'a pas de faille, d'accord? Parce qu'en fait, l'abomination, on peut pas l'attaquer normalement. L'abomination, on est obligé de l'attaquer avec, parce qu'elle a des cartes, l'abomination. Et en fait, des cartes comme ça qu'on doit mélanger durant la mise en place, d'accord? Et on doit retourner la première. Comme ça, on sait toujours quels sont les dégâts que l'on doit faire. Mais bon, peu importe. Ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, l'abomination, on peut pas l'attaquer normalement avec des failles, d'accord? Donc ça, je laisse pour l'instant de côté. Par contre, les terreurs, oui. Et donc les terreurs, on doit définir au moment où ils spawnent les failles et donc comment faire pour l'attaquer potentiellement. Et en fait, c'est ce qu'on nous disait dans le livre de règles. En fait, c'est qu'il se nourrit du lieu où il se trouve, hein, vous vous rappelez. Et donc là, en fait, le lieu c'est rouge, bleu et violet. Donc en fait, je vais prendre rouge, bleu, violet, rouge, bleu, violet, d'accord. Je vais lancer ces dés pour savoir les failles qui vont apparaître sur lui. Donc c'est parti. Alors, on a. Alors pour le coup, on a des tokens.
En fait, on a plein de tokens comme ça qui représentent les symboles par rapport aux couleurs. Et en fait, vous êtes en train de vous dire, ouais, bah, au lieu d'utiliser les jetons là, on aurait pu utiliser ça. Oui, totalement. Totalement, totalement, on aurait pu. Mais ça prend beaucoup plus de place. Et c'est peut-être plus contraignant. Alors que là, on a des bols directement. Ouais, c'est peut-être plus facile. Là, au lieu de prendre, par exemple, plein de jetons ici, bah là, on a un bol avec le cerveau. Comme ça, on met toutes les couleurs dedans. C'est quand même peut-être plus simple à gérer. Voilà. Mais bon, on aurait pu effectivement prendre ces tokens-là. Ça aurait marché également. En tout cas, nous, ici, fais voir, on avait quoi? Un rouge bouclier. Alors, rouge bouclier. C'est là qu'on rigole. Il est là. Alors, peu importe où on le met. Hein. On a un bleu cerveau. Bleu cerveau. Et on a une tête violette. Une tête violette. Alors, tête violette, tête violette, tête violette. On va tourner. Là, tête violette. Voilà. Donc ça, c'est ses failles à lui. Et évidemment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir des capacités. Et par moment, il va avoir des capacités suivant les failles qu'il aura sur sa carte. C'est pour ça qu'on nous disait, hein, tout à l'heure dans le jeu, on nous disait que quand il se nourrit, potentiellement, il peut devenir plus fort. Mais en fait, c'est suivant les failles en fait, sur quoi il va se nourrir. D'accord? Et nous, on verra, quand on va attaquer, on va devoir justement gérer une faille pour pouvoir lui faire des dégâts. En gros, ça c'est important. D'accord? Alors, ce qui est important aussi dans le jeu, c'est qu'il y a plein de choses, il y a plein d'effets passifs et il y a plein de choses à lire. Donc là, on va finir un petit peu ce qu'on nous disait là sur la mise en place, tout ça, sur l'événement. Et avant de passer en phase d'action, on va tout lire, tant au niveau des personnages, parce que les personnages ont des capacités, ils ont des cartes, donc ça, il va falloir qu'on lise aussi ça, hein, parce que sinon on ne saura pas ce qu'on peut faire. On va devoir lire les monstres, on va devoir lire les effets passifs, bien sûr. Voilà. Donc là, on continue un petit peu la phase d'événement. Et ça, où je vais mettre, bonne question, je n'en sais rien. Je vais le mettre là. Voilà, à proximité, ici. Alors, vous le verrez pas tout le temps, sauf si je monte un petit peu le plateau à la rigueur. Voilà. Ok. Oh, ça me paraît bien comme ça, je vais descendre un petit peu. Voilà. Alors, je le laisse ici de côté, en dessous du lit, d'accord? Et puis l'abomination, pareil, elle est un peu loin. Je vais la mettre à côté. Avec son deck. En fait, l'abomination, je l'ai mis là à gauche. D'accord? Et son deck, à l'abomination, je vais le mettre là. En fait, je me sers un petit peu du plateau de jeu. Voilà, son deck, il est là, l'abomination. Alors, rien à voir avec les lieux, mais c'est juste que j'essaye de tout regrouper pour que vous puissiez voir un maximum de choses, hein, forcément. Voilà. Et donc, on nous disait, donc une fois qu'on a fait la mise en place donc, de état de choc du patient, on nous disait de lire la session 59 de Émilie. Hein, c'est ce qu'il nous disait. Hein. Aller à la... non, mince. L'errante Émilie, voilà, c'est elle, se rend immédiatement à la session 59 de son livre. Donc on prend son histoire et on va à la session 59. Alors, je vous montre un petit peu le bouquin et il y a beaucoup de choses, hein, regardez. Pour ça, je vous dis, il y a beaucoup d'histoires. Donc 59. 59. L'espace béant. Alors. L'entrée bâille devant vous comme une gueule béante. En jetant un coup d'œil anxieux dans ce sombre gosier qu'est le couloir, vous voyez quelque chose s'agiter plus loin, comme une épiglotte qui se referme. Vous ne pouvez pas compter le nombre de fois où vous avez arpenté l'aile nord. Après tout, c'est l'endroit où vous avez été affecté peu après votre arrivée à Lockwood. Alors pourquoi êtes-vous si nerveuse? Pourquoi cet endroit vous semble-t-il si étranger et si effrayant?
Un léger souffle d'air chaud et humide, comme des murmures, vous ébouriffle les cheveux. Vous inspirez profondément et pénétrez dans l'aile nord. Les murs semblent humides et palpiter légèrement. Vous êtes à peu près certaine que vous venez d'entrer dans le gosier d'un être vivant. Vous arrivez enfin à la porte de sa chambre. En tendant la main vers la poignée, vous remarquez qu'elle tremble. Secouant la tête, vous ouvrez la porte. Une énorme monstruosité se déplace devant vous, une sorte d'insecte gargantuesque constitué de fragments d'humains agrafés entre eux. Ses bras ressemblent davantage à des ailes vestigiales, tandis que la chose se déplace de manière instable sur ses 4 étranges pattes en traînant derrière elle les entrailles qui n'ont pas trouvé leur place dans son abdomen et son thorax éclaté. Vous hurlez et fermez les yeux tout en reculant devant l'abomination qui se dresse devant vous. Vous cherchez la porte derrière vous, elle doit être là, quelque part. Vous ne pouvez pas être prise au piège ici. Émilie, dit une voix familière. Émilie, qu'est-ce qui ne va pas? Vous sentez les bras de quelqu'un vous étreindre. Vous ouvrez les yeux et constatez que c'est votre sœur qui vous serre contre elle. En regardant autour de vous, vous vous rendez compte que vous êtes dans sa chambre. Le monstre n'est plus là. Alors, remettez-vous de ce cauchemar réveillé. Testez donc. Alors là, vous voyez, il y a en fait, ça, c'est la couleur. Hein. Quand on vous donne ce symbole-là, c'est la couleur. En fait, le symbole, il est simplement présent pour ceux qui ne voient pas les couleurs, tout simplement. Donc, testez étoile. Donc, en fait, étoile, c'est la couleur jaune pour cerveau. Si vous échouez, perdez 1. Donc, ce symbole-là, là, que vous voyez, c'est la mémoire. Et donc, c'est la piste d'initiative. C'est ça. D'accord ? Donc là, on doit tester, on doit faire un test. On doit faire un test de jaune pour cerveau. Donc, comment ça marche? Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que l'on doit tester le jaune pour Émilie. Donc, Émilie en jaune, alors je prends sa petite feuille, ou je regarde ici, parce que là, on n'a pas changé ses stats, mais imaginons je prends sa petite feuille. Je regarde le jaune, donc les étoiles, enfin l'espèce d'étoile pour ceux qui ne voient pas les couleurs. On voit qu'elle, elle a 3 en jaune. D'accord? Donc là, je dois faire un test avec 3D. Hein, ça correspond un peu comme si c'était un test de force, si vous voulez. Donc 3D jaune. Et sur chacun des dés, je dois avoir donc des cerveaux. D'accord? Ça tombe bien. Bah non, ça tombe pas bien. Puisque le jaune a une prédominance pour les têtes. Hein, parce qu'il a 2 symboles tête. Et nous, malheureusement, on doit faire des cerveaux. Donc voilà, mais on n'a pas le choix, c'est pas nous qui choisissons. Donc là, je vais lancer les 3D. Et on va devoir essayer de faire des cerveaux. Alors vous allez me dire, il faut en faire combien pour réussir? Ça, c'est la bonne question. Comme là, en fait, il n'y a pas de nombre indiqué, on doit simplement en réussir un seul, c'est tout. Hein, par exemple, je vous montre sur le livre de règles un exemple. Ici, on nous dit tester rouge pour 2 mains. Donc là, ça veut dire en fait que vous testez votre valeur rouge et vous devez faire 2 mains. Comme là, nous, on nous indique pas de valeur. Il faut simplement faire 1. Donc là, j'ai 3D pour faire un cerveau. Ok? Allez, c'est parti. Let's go. Bon, parfait. Enfin, parfait. Donc j'ai eu un cerveau ici. Et en plus de ça, j'ai eu un joker. En fait, le joker, c'est le bouclier. Il faut savoir qu'en fait, quand vous lancez vos dés, tous les boucliers, enfin j'appelle ça des boucliers, mais en fait c'est des sphères. Toutes les sphères représentent un joker et donc représentent un peu tous les domaines. Donc là, en fait, lui, c'est comme si c'était un cerveau. Donc en fait, là, j'ai fait 2 cerveaux, d'accord? Voilà. Donc en fait, quand vous faites un test, ou quand vous faites n'importe quel test d'ailleurs, à chaque fois que vous allez avoir, c'est la première règle que je vous donne, à chaque fois que vous allez avoir un symbole comme ça, donc sphère, eh ben ça sera compté tout le temps comme une réussite, en fait. À moins qu'évidemment, ça ne corresponde pas à la couleur, bien sûr. Si là j'avais une sphère violette, ce qui est impossible puisque je fais un test jaune, mais bon, imaginons, eh ben ça ne marche pas, bien sûr. Donc la couleur corresponde, bien entendu. Donc là, en tout cas, j'ai réussi mon test puisque j'ai fait 2
cerveau. On verra plus tard dans le jeu qu'il y a plein de moyens de changer les dés, de changer les résultats, d'apporter de l'aide entre mecs. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses. Qu'en fait, chaque symbole correspond entre guillemets à un pouvoir que l'on va pouvoir utiliser durant un test. Donc, je ne vais pas vous les expliquer maintenant. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'effets différents suivant les tests. Enfin, il y a plein de choses. D'ailleurs, c'est assez complexe et en même temps, c'est assez simple. Donc, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir une gestion assez poussée. Ça, c'est cool. En tout cas, moi, j'ai réussi. Donc, comme on a réussi, ben, je ne perds pas la mémoire. Enfin, je ne perds pas le 1 point, un point d'initiative. Je sais plus, enfin, la point d'action. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Je me rappelle jamais de ce truc. J'ai regardé. Ça s'appelle la capacité mentale. Voilà, donc là, c'était perdre 1 de capacité mentale, mais nous, ce n'est pas le cas. Alors, je viens d'avoir une vision terrible, balbutiez-vous. Ce n'est pas grave, répond le rat. Viens t'asseoir. Obéissante, vous suivez Laura jusqu'à son lit, et vous vous asseyez sur le bord. Laura se redresse et se tourne vers le vieux graphmophone qu'elle a convaincu l'équipe hospitalière de lui procurer, clandestinement. Ah, nous y voilà, dit-elle. La symphonie. Le disque tourne et elle abaisse le bras de lecture. Vous soupirez et vous sentez votre corps se détendre sous l'effet du bruit familier des craquements du vinyle et de la belle musique qui s'échappe de la corne ornée de la machine. Tu sais exactement comment me calmer les nerfs, répondez-vous. C'est ça d'être des sœurs jumelles, rétorque Laura avec un petit sourire, un petit rire. C'est étonnant de voir à quel point vous êtes différentes toutes les deux. Laura est nettement plus petite et ses cheveux sont un brun foncé tirant sur le noir. Ses traits sont également plus fins que les vôtres. Par conséquent, elle a toujours eu l'air plus jeune que vous, ce qui vous vexait au plus haut point. Il y a quand même un point important, c'est qu'elle, c'est une patiente de l'asile, donc elle doit pas avoir toute sa tête, alors que moi, oui. Ça, c'est important quand même. Laura grimace en traversant la pièce en boitant. Ta jambe te fait des misères aujourd'hui ? Demandez-vous. Elle acquiesce. Puis, son expression s'adoucit. Ses yeux marron chocolat vous observent avec un mélange d'inquiétude et d'humour. S'asseyant à côté de vous, sur le lit, elle vous incite délicatement à poser votre tête sur son épaule. Vous vous balancez doucement au rythme de la musique qui emplit la pièce. J'ai choisi la mauvaise profession, songez-vous. J'aurais dû rejoindre l'orchestre. Mais tu ne serais pas ici avec moi, répond Laura. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ouais, c'est vrai. Admettez-vous. Je suppose que c'est donc pour le mieux, mais quand même, j'aimerais pouvoir créer quelque chose de beau comme ça. Peut-être un jour, dit Laura. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Ouais, qui sait, hein. Un petit sourire se dessine sur vos lèvres. Tu es gentille, dites-vous. Mais je pense que nous savons toutes les deux que c'est un peu tard. Il n'est jamais trop tard, dit Laura. Un jour, nous partirons toutes les deux d'ici, et alors, nous changerons le monde ensemble. C'est d'accord, acquiescez-vous. Le dénouement A, plus 1. Ah, donc là, on a gagné plus 1 en A sur l'histoire. Donc là, normalement, on fait, hein, comme je vous avais dit, pendant la mise en place, je vous avais dit que je n'utiliserai pas les trucs. Je vais simplement prendre un dé, et je vais mettre 1 sur le A. Voilà, pour dire que, hein, voilà, je vous montre, pour dire que j'ai 1 en A, c'est exactement comme utiliser ça, sauf que là, j'ai utilisé la place pour les personnages. Ensuite, on tourne la page. Alors, placez un jeton terminé sur l'aile nord et continuez la partie. La phase d'action commence. Donc, placez un jeton terminé sur l'aile nord. Donc, l'aile nord, c'est là où on se trouve. C'est là où on a commencé, hein. Et donc, un jeton terminé, puisque, en fait, comme vous pouvez le voir sur les différents lieux, on va pouvoir faire des rencontres sur les lieux. Et en fait, je vais vous montrer avec son lieu, l'aile nord. Il y a donc l'illustration, bien entendu. L'espace béant, c'est là où on était, d'accord. Un petit texte dont votre sœur, pardon, vous appelle des tréfonds de l'aile nord. Sa voix vous attire. Pouvez-vous lui résister? Oserez-vous le faire? D'accord.
petit texte d'ambiance. Et vous avez ici le numéro qui correspond à la rencontre. Donc là, par exemple, c'est le numéro 59 et c'est exactement celle qu'on vient de faire. D'accord? Donc là, pour dire qu'on l'a faite et qu'on ne peut pas la refaire, eh ben, on met ce qu'on appelle un token de terminé. Donc les tokens terminés, c'est des tokens qui sont comme cela. C'est des yeux. Pour dire qu'on a lu. Voilà, c'est ça les tokens terminés. Et on va mettre un token terminé sur l'emplacement ici pour dire, bah voilà, on l'a fait. Là, on a fait cette histoire, on ne peut pas la refaire, évidemment, je ne vais pas relire le 59. Ça n'aurait ni queue ni tête. Et donc, on va pouvoir passer à la phase d'action, comme c'était indiqué dans le livre. Par contre, avant de passer à la phase d'action, c'est là que l'on va commencer à parler des règles. Et oui. Alors, et avant de commencer à parler des règles, on va d'abord lire un petit peu tout ce qu'il y a sur le plateau, tout ce que l'on peut potentiellement avoir besoin d'avoir comme information. On va commencer par l'abomination. Donc l'abomination qui se trouve ici. Donc l'abomination, il faut savoir qu'elle a un deck en jeu, donc un deck comme ça. Et ce deck-là a plusieurs propriétés. C'est-à-dire en fait que ce deck-là, ça va être, de temps en temps, elle va faire des actions bien précises et on nous dit, bah voilà, faites l'action qui est indiquée sur sa carte. Voilà, quand on va nous dire ça, il faudra faire l'action sur sa carte. Et évidemment, il y a plusieurs cartes, donc potentiellement, elle va faire des choses différentes. Mais il y a toujours, l'action est toujours face visible, tout le temps, ce qui fait qu'on sait ce que potentiellement va faire l'abomination. Voilà, on le sait. Et en fait, elle est tout le temps face visible aussi, parce qu'en fait, pour pouvoir blesser une abomination, pour pouvoir lui enlever des points de vie, faut savoir que l'abomination, aujourd'hui, elle a 18 points de vie, comme vous pouvez le voir. 18, d'accord? Pour lui enlever des points de vie, on va devoir faire des combats, mais enfin, pas des combats, mais une action, en fait. Une action de confrontation. Et ça c'est ce qu'on appelle des cartes de confrontation. Ça. Une action de confrontation où on va se confronter à la carte par rapport au symbole qui est indiqué dessus. Exactement comme on vient de faire avec le test là pour le cerveau. Donc là, ça correspond à une couleur. Donc là, c'est couleur rouge. Et ça correspond au symbole que l'on doit faire. Si on arrive à faire les trois symboles, eh ben, ça veut dire que la carte, elle sera défaussée. Ou retirée, je sais plus, il faut que je vérifie. Enfin bref, on s'en fout. Et on va lui faire les points de dégâts qui sont en bas. Donc là, par exemple, 2 points de dégâts, on va lui infliger 2 points de dégâts. Et petit à petit, évidemment, on va devoir donc faire les différentes cartes et petit à petit lui faire baisser ses points de vie jusqu'à la tuer. Et c'est ça le but, un des objectifs en tout cas à faire. D'accord? Donc là, c'est important de bien se dire que si on veut la confronter, l'abomination, et ben, vu que la première carte c'est celle-là, il va nous falloir 2 symboles mains. Et il va nous savoir un symbole cerveau, mais attention, pas n'importe quelle couleur, couleur rouge. Pour l'instant, couleur rouge, nous on est un peu nul, puisque Emily, elle a que 1 en rouge. Par contre, lui, il est pas mal en rouge, puisqu'il a 3. Mais bon, il lance 3 dés, et il faut potentiellement 3 symboles, donc ça risque d'être compliqué. Alors qu'est-ce que va faire le monstre si jamais elle fait l'action de confrontation? C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc elle va. Donc libérer, c'est le nom de l'abomination. Donc libérer se déplace jusqu'à 2 cases, à 2 espaces, vers les rangs avec la santé la plus basse. Ce symbole-là, c'est la santé. Avec la santé la plus basse. Si elle détermine son déplacement dans l'espace, si elle termine, pardon, son déplacement dans l'espace d'un errant, elle s'active immédiatement une nouvelle fois. Ah ouais, donc elle va rejouer. Donc en fait, potentiellement là, si elle joue, ben potentiellement elle va pouvoir activer sa carte de confrontation. Pardon. Et si c'est le cas, bah, elle va se déplacer de 2 espaces. Alors comment ça marche justement le déplacement? En fait c'est simple, c'est par rapport au lien. Donc là, si je vais là, je me déplace de 1. Voilà, par exemple. Là, je me déplace de 1 aussi. Donc là, l'abomination, elle est à 1 case de Emily et elle est à 2 cases de Claude. Parce que Claude, vous voyez, ça fait 1 pour aller là, et après 2 pour suivre ici. Vous voyez? Ok. Après, là, ça fait 1. Alors là, j'ai mis les petites cartes, hein, mais il y a un chemin ici qui passe là. Voilà. Donc là, ça fait 1 et 2. D'accord? Et là, ça fait 1. Ok?
Ok. Donc ça, c'était sa carte de confrontation potentielle. Maintenant, au niveau de l'abomination. Alors, ici, cette case-là correspond à la corruption. La corruption, c'est en fait, c'est un add-on qu'on peut ajouter à notre game. Ça rend le jeu plus dur. Donc nous, moi, je l'ai pas ajouté. Forcément, déjà qu'on joue avec deux persos et que souvent, il est dit que c'est pas équilibré enfin, sur le net en tout cas. Donc je l'ai pas ajouté. J'ai pas ajouté les corruptions. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter les corruptions. En fait, il faut savoir alors pourquoi ils ont fait ça. Faut savoir en fait que dans le jeu, il y a un système de historique, malgré que ça soit des campagnes individualisées par chaque personnage. À chaque fois que vous allez gagner ou perdre une histoire, et ben ça va impacter les games futurs. Voilà, un petit peu à la KDM. Quand vous avez un game over, vous cochez et au bout d'un moment, vous avez des bonus, des machins. Voilà, c'est un peu le même principe. Si vous tuez l'abomination, vous la tuez pas. Si vous arrivez à la tuer sur votre game, même si vous gagnez pas le jeu, vous allez avoir des bonus pour la prochaine game. Par contre, si vous n'arrivez pas à la tuer, ben vous allez avoir des malus. Donc l'idée, c'est d'essayer de tout le temps la tuer. Donc ça, moi, je m'en sers pas. Donc ça, on prend pas en compte que je joue pas avec la corruption. Pour l'instant, notre première game, ça sert à rien. Ici, cette capacité-là, c'est quand un de mes personnages, donc les personnages s'appellent des errants, pour information. Vous voyez, c'est marqué quand un errant meurt. Donc en fait, cette capacité-là, elle s'active quand on meurt. Donc là, pour l'instant, on s'en fout un peu, qu'on n'est pas mort. Mais si jamais on meurt, eh ben, ça active cette capacité-là. Ok. Les points de vie, la capacité mentale et le passif. Donc là, le passif, c'est super important de savoir de quoi on parle. Quand un errant rentre, entre ou quitte un espace, chaque bébé de libéré, puisqu'en fait, on va voir que libéré va faire des bébés. Chaque bébé de libéré dans cet espace inflige un dégât de la sentience à l'errant avant d'être retiré du plateau. Donc, quand un errant quitte ou entre dans un espace, donc là, quitte ou entre dans un espace, d'accord? Chaque bébé de L dans cet espace, donc si par exemple là il y a un bébé ou là il y a un bébé, si je quitte, il va me faire un dégât, ou si je rentre là il y a un bébé, il va me faire un dégât, d'accord? Inflige un dégât de la sentience à l'errant avant d'être tiré du plateau. Ok, 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 ok. Très bien. Donc ça c'est son passif. Donc pour l'instant elle n'a pas de bébé, mais vous allez voir que quand elle va jouer, elle va en faire. Hein. Vous inquiétez pas, puisque sa première activation ici, donc quand elle va jouer, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Et bien justement, elle va faire des bébés. Puisque regardez, elle nous dit déplacer libéré sur n'importe quel monde déterminé aléatoirement, puis placer trois espaces. Placer dans son espace trois cubes de sentience qui correspondent aux sentiences de son éclat. Ce sont les bébés. Donc en fait, elle va faire des bébés et ils vont nous embêter. Voilà. Tout simplement. Sa deuxième action ici, c'est un errant. Si jamais elle fait son activation et qu'il y a un errant dans son espace, on va placer dans son espace trois cubes de sentience qui correspondent à l'emplacement. Ok. Ah, mais elle fait encore des bébés? Mais non. Mais lol. Elle fait encore des bébés. Donc en fait, là, elle va faire des bébés. Et là, quand elle va faire cette action-là, et qu'il y aura un errant dans son espace, donc si on est ensemble ici, et ben elle va encore faire des bébés. Mais c'est ouf. Waouh. En fait, elle va faire des bébés de partout. Et du coup, à chaque fois, ces bébés vont nous embêter pour se déplacer et tout. Je pense que ça va être ça. Waouh. Et certainement que ces cartes-là, potentiellement, vont faire déplacer ces bébés. Donc en fait, ils vont nous embêter. Donc en fait, elle va pas forcément faire beaucoup de dégâts, je pense pas, mais elle va par contre nous embêter avec ses bébés. Est-ce qu'on a la possibilité de tuer ces bébés? Alors là, bonne question, j'en sais rien. Mais petit à petit, elle va mettre des bébés un peu partout et ça va, je pense, nous embêter. Donc voilà un petit peu, elle, ce qu'elle va faire. Remarque, c'est pour ça que, si on regarde l'illustration, en fait, c'est une sorte d'araignée, en fait, hein, si on regarde bien. C'est une sorte d'araignée et du coup, elle pond des œufs un peu de partout, hein, de ce que je comprends, une femme araignée ou je sais pas quoi. Ok, ok, ok. Donc ça, ok. Ensuite, on a notre patient ici en état de choc. Hein, on va regarder son illustration. Je sais pas si on l'a bien vu. Euh, on ne sait pas trop où est la tête, où est le cucu, mais voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, du coup,
pour l'instant, je vais enlever ces trucs. Voilà. Alors, passif. Les errants, donc les errants, c'est les joueurs. Les errants ne peuvent pas dépenser de domaine main pour relancer les dés. Ah, 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 ah. Donc là, on arrive sur un des effets de jeu que je ne vous ai pas parlé et que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, que chaque symbole avait des effets, hein, vous vous rappelez. Eh ben, il y a un effet, c'est la main, et la main permet de relancer les dés, effectivement. Par contre, lui, tant qu'il est là, on ne peut pas le faire. Voilà. On ne peut pas dépenser de domaine main pour relancer les dés. C'est son passif à lui. Il nous empêche de le faire. Il nous embête, en fait, hein, tout simplement. Donc, on ne peut pas le faire. Ok. Donc, il faut s'en rappeler, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ces différentes actions, alors lui, il n'a pas de deck, hein, ses actions sont directement là-dessus. Et derrière, il y a d'ailleurs... il y a un petit fluff, on pourrait peut-être le lire. On va le lire après. Ça peut être sympa. Alors, si jamais il fait cette action-là, aucun errant dans son espace, il va se déplacer de X espace vers le errant ayant le plus de domaine main. Voilà. Donc, de cube, en fait, main, bien sûr. Et si on se retrouve dans un espace résolvé en dessous. En dessous, il inflige des dégâts. Ok. Ok, donc lui, en fait, il est contre les mains, entre guillemets, hein, contre les domaines de main. Ce qui est pas pour nous arranger. Donc, il se déplace de X espace vers les rangs ayant le domaine de main X étant... Donc là, en termes de domaine de main, pour l'exemple, Émilie, elle a 2 domaines de main, et Claude, il en a 2 aussi. Donc là, ils sont ex aequo. Voilà. Donc là, il se déplace de 2 cases vers le errant ayant le plus de domaines de main. Donc là, c'est ex aequo. Donc comme c'est ex aequo, il va se déplacer vers le plus proche. Ce qui est logique. À chaque fois, ça c'est une règle d'or. Quand c'est ex aequo, c'est le plus proche. Et si jamais c'est ex aequo en termes de plus proche, on choisit. D'accord. Donc là, la plus proche, comme je pense que lui, il est tout là-bas, la plus proche, c'est elle. Hein. Donc là, il va se déplacer de 2, donc 1, 2. Il arriverait dans sa case directement. Là, il arriverait dans sa case. Donc comme il arriverait dans sa case, il ferait des dégâts. Donc voilà, donc ça, faut le prendre en compte. Quand nous, on va jouer, il faut le prendre en compte, ça. Ok. Et lui, il a 6 PV. Après, il va jouer que ici. Hein. Il joue assez tard, pour le coup, en termes d'initiative. Il a que 4 ici. Donc il va jouer assez tard, mais faut pas le négliger quand nous, on va jouer Emily. Il faut qu'on pense bien à se dire, attention, lui, potentiellement, il va venir. Il va se déplacer de 2 cases actuellement. Et donc, il va nous embêter. D'accord. Donc voilà. Donc il y a tout intérêt aussi à essayer de limiter pour l'instant les domaines mains dans notre plateau, puisque plus on va en avoir et plus lui va se déplacer. Donc l'idée c'est essayer de les limiter ou essayer de vite s'en débarrasser. Donc là, ok. Par contre, on n'a pas lu l'histoire du personnage, on va le lire. Alors, des décharges d'électricité crépitent dans l'air, vous faisant dresser les cheveux sur la tête en se propageant dans l'eau stagnante et sur les poutres métalliques. Vous avez même l'impression d'avoir posé la langue sur une pile de 9 volts. Le sol tremble sous vos pieds, quelque chose approche, juste là, à l'angle de... Le patient jaillit sur ses 2 bras massifs et difformes. Les décharges électriques jaillissant des cosses métalliques fixées sur sa tête bulbeuse. Elle s'élance sur ses jambes massives tandis que ses doigts monstrueux creusent de véritables tranchées dans le sol. Le patient se débat dans sa camisole de force en lambeaux, sa tête pivotant vers vous, puis il hurle. Ok. Donc je remets ces failles, bien sûr, dessus. Donc tête, sphère et cerveau. Nous, cerveau, on en a pas mal là. Hein. Alors attention, c'est cerveau bleu. Nous, cerveau bleu, on en a 2 là. On n'a pas. Ça, c'est pas bleu, c'est pas bleu, c'est pas bleu, donc ça marche pas. Donc là, on a 2 cerveaux bleus. Là-bas, on en a 0. Ici, sphère rouge, 0. Là-bas, on en a 1. Et tête violette, on n'en a pas. Tête violette, on n'en a pas. Ok. Donc là, potentiellement, on pourrait lui faire 2 dégâts.
avec ça. Ouais. Ok. Ok, ok. L'idée en fait va être d'avoir du bleu. Enfin non, pas forcément. On peut soit prendre du rouge, soit du bleu, soit du violet. Bon, violet, lui il a 0, elle a 1, donc c'est pas l'idée. Bleu, elle a 2. Hein, attends, je regarde ici. Donc bleu, elle a 2. Lui, il a 3. Donc ça peut être pas mal que lui s'occupe du monstre. D'accord. Et rouge. Rouge, elle a 1. Donc elle est nulle. Hein, pour faire un test rouge, elle est nulle. Et lui, il a 3. Donc lui, il est fort. Donc en fait, dans tous les cas, c'est lui qui est fort contre lui. Hein. Parce qu'il a 3 rouges ou 3 bleus. Si on fait rouge, on a une chance sur 6. Si on fait bleu, on a 2 chances sur 6. Donc il vaut peut-être mieux faire bleu. C'est pour ça que je vous dis, il faut se concentrer sur bleu. Potentiellement, c'est mieux. Et en plus, elle a 2 cerveaux bleus. Donc potentiellement, elle peut déjà faire 2 dégâts avec cette faille-là. Donc ça peut être intéressant, sachant qu'il a que 6 PV. Donc l'idée, en fait, c'est d'essayer de le one-shot, de faire une... En fait, comme les actions coûtent cher, vous allez voir quand je vais expliquer les règles, comme les actions coûtent cher, l'idée, c'est de faire du one-shot. Voilà, pour moi, ce que je pense, faire des actions pour baisser des points de vie, c'est perdre du temps. Pour moi, il faut faire du one-shot à chaque fois pour essayer de le péter. Il n'y a que l'abomination qu'on peut se permettre de... Enfin, on n'a pas le choix en même temps. L'abomination, on est obligé de le faire petit à petit. Mais lui, l'idée, c'est de faire du one-shot. Voilà. Sachant que un truc aussi important, comme vous pouvez le voir, regardez, ouais, par exemple, si je prends cette carte-là, on voit que je lui enlève 2 points de vie au monstre, d'accord? Ok. Et donc, imaginons que on a 10 tours max pour tuer l'abomination. Donc, imaginons que je fais 2 points de dégâts par tour. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oui. 14, 16, 18. Et il a 18 points de vie. Donc, il faut se dire aussi que par tour, il faut arriver à taper une fois l'abomination pour lui faire des dégâts. Parce que sinon, on n'aura peut-être pas assez de temps pour le tuer. Donc ça aussi, il faut qu'on se le dise. Donc là, il faut qu'on se dise ça aussi, c'est qu'à chaque tour de jeu, parce que je vous rappelle qu'en fait, un tour, c'est quand tout le monde arrive à 0 là, bon bah le tour est fini. D'accord. Et vous allez voir que les actions, ça coûte assez cher. Donc il faut quand même bien calculer à ce qu'on va faire. Donc là, est-ce qu'on a tout lu? Ah non, on n'a pas tout lu. Il nous reste à lire les capacités des personnages et les équipements. Alors, les équipements. Alors, Émilie, elle a une tenue d'infirmière. C'est un peu logique. Alors, c'est un équipement. L'uniforme de l'infirmière, c'est un équipement. Quand vous attaquez une terreur patient. Ah, donc là, mot-clé patient. Donc, ouais, par exemple, ici, là, ça, c'est une terreur. Et elle est patiente, cette terreur. Donc, ça marche. Quand vous attaquez une terreur patiente, vous infligez un dégât supplémentaire. C'est bien, du coup. C'est pas mal. Vous pouvez dépenser un domaine de main en tant que domaine de cerveau de la même sentience, donc de la même couleur. Hein. Sentience, c'est la couleur. Limite d'une fois par tour. Très bien ça. Donc vous pouvez dépenser un domaine de main, donc un domaine ici de main, ça c'est domaine de main, comme si c'était du cerveau. Par contre de la même couleur. Donc là, nous par exemple, si je choisis la faille du cerveau bleu, bah là ça me sert à rien, parce que j'ai pas de main bleue. Voilà, il me faudrait du bleu. C'est pour ça que je dis qu'il faut du bleu dans tous les cas. Il me faut soit du bleu cerveau, soit du bleu main dans tous les cas. Et lui, bah voilà. Donc voilà. Mais bon, ça fait quand même un dégât supplémentaire avec cet équipement-là, donc c'est quand même intéressant avec son uniforme. Et elle a un soin palliatif, donc c'est une capacité. Il faut savoir que tous les personnages ont un deck de capacité. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est le deck de base de Emily. Donc on a le droit de les regarder, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de toutes les regarder, il n'y a aucun problème. Et en fait, ces capacités-là on va pouvoir les acheter durant le jeu. Et en fait, ici, il y a une monnaie, ici, des éclats. Et on va pouvoir acheter les cartes en payant la monnaie d'éclat. Donc là, par exemple, si je veux acheter cette carte-là, le besoin présent, je dois payer 3 éclats. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour gagner des éclats? Eh bien, pour gagner des éclats, il faut tuer les monstres.
ou faire de l'histoire. Par exemple, si je tue ce monstre-là, en récompense, il va me donner un éclat. Voilà. Et à tout moment, il y a une action, pardon, il y a une action qui dit que je peux acheter des cartes. Donc là, pour l'instant, ça c'est mon deck de base. Et plus on va avancer dans l'histoire, plus on va avoir des nouvelles cartes qui vont se débloquer. Ça c'est cool. Évidemment, l'autre personnage, c'est la même chose, hein. Mais pour l'instant, on commence avec cette capacité-là. Donc ça, c'est un soin palliatif, c'est une action. On dépense un de santé mentale, un mental, et un domaine de crâne. Alors là, il n'y a pas de couleur, donc c'est peu importe. Donc un domaine de crâne, c'est ça, il n'y a pas de couleur, donc c'est celui qu'on veut. De la couleur qu'on veut. Donc on dépense donc un d'initiative si on veut, un d'initiative ou un santé mentale ou un mental et un domaine de crâne qui correspond voilà, qui correspond à l'une des couleurs de l'éclat du monde que vous occupez. Donc là par exemple là moi j'occupe actuellement l'aile nord. L'aile nord, bon bah les couleurs qui sont dans l'aile nord c'est 3 jaunes, il y a que ça malheureusement. Donc là il faudrait que je dépense un crâne jaune, ça tombe bien j'en ai un. Donc là ça marcherait. Et on choisit un errant dans votre espace. Bon, bah là, de toute façon, l'errant dans votre. Il peut s'agir de vous. Voilà, bon. Je peux me choisir moi-même. Et il se passe quoi? L'errant choisi gagne 2 PV. Limite d'une fois par tour. Alors attention, un tour, hein, c'est pas. Tour, c'est tout. Hein. Ok. Donc là, on va pouvoir soigner. Mais. Ouais, on va pouvoir soigner, mais attention, il faut quand même du crâne. Et de la bonne couleur. De la couleur du lieu, en fait. Hein. Ok. Mais c'est pas mal, pouvoir se soigner, très bien. Maintenant, Claude, lui, il a un 44 Magnum. Donc c'est une arme. Donc 44 Magnum, c'est une arme. Quand vous attaquez, lancez un dé de scientance supplémentaire pour chaque faille de domaine ciblé. Ah là, du coup, c'est mot-clé compliqué. Donc quand vous attaquez, lancez un dé de couleur. La scientance, c'est la couleur. Lancez un dé de couleur supplémentaire pour chaque faille de domaine ciblé. Donc par exemple, j'attaque en état de choc. Je décide de choisir la faille bleue. Je prends, moi bleu, j'ai combien? J'ai 3. Donc normalement, je lance 3 dés. Grâce à mon magnum, j'en lance un de plus, donc 4. Cependant, vous ne pouvez pas attaquer une faille de domaine violette. Donc je ne peux pas attaquer une faille de domaine violette. Donc j'ai pas le droit d'attaquer cette faille-là, qui est violette. Peu importe le symbole de la domaine, je n'ai pas le droit de l'attaquer si elle est violette. Et en même temps, lui, il a 0 de violet, donc ça peut paraître logique. Alors, vous verrez, en bas, il y a des symboles, on y reviendra plus tard, hein, ça correspond à des choses, mais on verra ça plus tard. Donc le 44 Magnum, très bien, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'il lance un dé supplémentaire. Alors quand il attaque, bien sûr. Hein. Et dans la ligne de mire, donc ça c'est sa capacité qu'il a en début de jeu. Donc action. Donc dépensez un mental pour marquer une terreur avec un de vos jetons balles. Il peut n'y avoir qu'un seul jeton balle à la fois affecté à une même terreur. Ok. Pendant une action d'attaque, un errant peut à la place choisir d'attaquer à la faille de domaine indiquée sur la balle. Alors pendant une action d'attaque, un errant peut à la place choisir d'attaquer la faille qui est indiquée sur la balle. D'accord. Le jeton balle n'active pas les pouvoirs de la faille de domaine du monstre, ce qui est normal. Après que la terreur a perdu de la santé, grâce au jeton balle, au cours de l'attaque d'un errant, retirez le jeton balle. Ok, donc là en fait on marque pour faire plus de dégâts. Par contre les jetons balles, je les ai pas. Il va falloir que j'aille les chercher. Alors les jetons balles, ils sont ici. Donc les jetons balles sont ici, voilà. En fait c'est représenté par une balle. Et en fait derrière vous avez une couleur, donc une sentience et un domaine. Et en fait on peut appliquer ce qu'on veut en dépensant l'activation dans la ligne de mire, avec l'action là. On peut très bien dire, eh ben, par exemple, je sais pas moi, il a quoi?
Par exemple, il a crâne bleu. Ouais, non. Non, par exemple... Bah, main rouge. Par exemple, ici, il y a un rouge, mais c'est pas une main. C'est une sphère. Ce qui veut dire que si je choisis d'utiliser la faille rouge, je vais être obligé de faire des sphères, on est d'accord. Là, je peux très bien, avec son action, dire, bah non, je vais plutôt lui mettre cette balle-là. Tac. Ce qui fait que je peux utiliser la balle à la place d'utiliser une faille. Ce qui fait que maintenant, au lieu d'avoir... C'est toujours rouge, il n'y a pas de souci. Mais au lieu d'avoir une sphère, bah là, ça sera les mains. Et en plus, moi, j'ai deux mains rouges là. Donc potentiellement, je peux lui faire 2 dégâts. Ok. Mais avant, il faut d'abord le cibler avec une balle. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je laisse de côté les balles. Pour l'instant, on verra si on va les utiliser ou pas. Pas sûr. Ok. Donc là, on a lu tout ce qu'il faut. On va pouvoir commencer à la phase d'action. Mais du coup, je vais peut-être mettre fin à cette vidéo-là. Et comme ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Donc là, on aura vu un petit peu tout ce qui est mis en place, tout ce qui est phase d'événement, l'histoire du jeu. Et puis après, on pourra directement débuter une nouvelle vidéo avec les phases d'action. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.